On est donc de retour dans cette nouvelle édition du 11 entrants et on vous l'a promis, nous devrions avoir un invité exceptionnel avec nous ce soir. C'est un ancien Lion, un ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Son nom c'est Stéphane Mbia. Il a disputé entre 2005 et 2016 70 rencontres avec les Lions indomptables du Cameroun. Il a inscrit 5 buts. Il a participé à 2 CAN en 2008 et en 2010. Il a été sacré champion de France en 2010. Voilà, on me signale 3 CAN. Il est en 2015 aussi, effectivement. Capitaine d'ailleurs, oui. Il a aussi et surtout été champion de France avec l'équipe de l'Olympique de Marseille en 2010. Il a été 3 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue avec l'Olympique de Marseille. Aussi, son nom c'est Stéphane Mbia. Il a aussi 2 Ligues Europa, il faut le dire, ça aussi c'est à mettre dans son palmarès. Il est donc avec nous, voilà, avec le FC Séville, oui. Stéphane est avec nous ce soir. Stéphane, bonsoir et bienvenue dans le 11 entrant. Bonsoir à tous, bonsoir. Alors, comment se porte Stéphane Mbia? On a entendu plein de choses autour de lui depuis quelques temps déjà. Comment est-ce qu'il se porte? Non, Stéphane Mbia se porte très très bien. Il va bien, il va bien. Il va très bien. Stéphane Mbia qui va donc très bien. Il y a de cela quelques jours, Stéphane, on vous a vu du côté de l'Olympique de Marseille, du Vélodrome. Vous avez été voilà, récompensé, on va le dire comme ça peut-être, avec ce trophée à l'occasion des 125 ans de l'Olympique de Marseille. On vous a vu sur le terrain, encore en train de réchauffer les crampons, en train de courir, et en train de mettre des coups aussi. Racontez-nous un peu ce moment, Stéphane. Non, moi exceptionnel. Vous savez, dans une carrière, quand vous avez la chance de marquer votre empreinte, d'être dans une sphère, comme on peut dire, dans une équipe comme celle-là, où il y a énormément de grands joueurs, et puis j'ai la chance d'être appelé et puis participer à cette fête, le 25e anniversaire de l'Olympique de Marseille. Ça m'a permis bien sûr de voir tout le monde et aussi d'avoir eu ce prix-là avec Didier, qui est ivoirien. Ouais. Et j'étais très honoré de la main du président et de son staff. Je suis super content d'avoir été présent et d'avoir rechaussé les crampons, bien sûr. Super. Alors Stéphane, 13 clubs dans votre carrière dans 5 pays différents entre 2004 et 2024. Qu'est-ce qu'on se dit quand on regarde dans le rétroviseur, quand on regarde sa carrière aujourd'hui dans le rétroviseur? Non, je suis super content parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire ces pays-là. Sur le plan culturel, ça a permis bien sûr de rencontrer des gens, rencontrer une autre culture, rencontrer bien sûr les différents l'aspect sportif aussi, footballistique. C'était super important aussi de pouvoir d'avoir pu gagner certains trophées et d'avoir eu beaucoup d'amis aussi. Alors tout récemment, en 2024, vous avez signé un contrat avec le LB Châteauroux, c'est en national en France. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que Stéphane Mbia est encore joueur du Châteauroux ou alors il a pris sa retraite définitivement? Non, en fait je vais à Châteauroux spécialement pour la reconstruction du club. J'ai eu la chance de rencontrer le président, que je connais très très bien, qui est un ami, qui m'a demandé de l'assister. Ouais. Et je lui ai dit, il m'a demandé si je veux encore chausser des crampons. J'ai dit, non, mais sur le plan administratif, bien sûr, avec le master que j'ai fait, ça m'a permis de pouvoir voir un autre côté de l'aspect terrain, de pouvoir permettre à ce que cette équipe, à cette période-là, puisse se maintenir, parce que c'était aussi le côté vestiaire, gérer ce côté-là, cet aspect-là, et aussi être le relais entre le président, l'aspect administratif et aussi directeur sportif, pour pouvoir permettre de faire véhiculer le message. Mais sinon, Châteauroux, ça s'est arrêté, ça fait presque un an. Je crois que j'ai encore 6 mois de contrat, mais j'ai dû arrêter parce que je me suis consacré sur mon master. Le master, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Mais Stéphane, une Ligue 1 remportée avec l'Olympique de Marseille en 2010, 3 fois la Coupe de la Ligue, 2 fois la Ligue Europa et une finale de CAN disputée et perdue en 2008 face à l'équipe de l'Égypte. Comment est-ce que vous appréciez votre propre palmarès? Est-ce que vous vous dites que voilà, tout a été fait et voilà, tranquille? Non, enfin, honnêtement, je ne pourrais pas imaginer faire mieux. Venant en tant que Camerounais, j'ai eu la chance d'avoir de très bons encadreurs qui m'ont permis de rêver. C'est ce que dit parfois Samuel. Je pense que c'est le message, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, elle doit c'est le même groupe. Je suis super content qu'ils aient gagné. Super content aussi que
le message laissé par Fink a pu être véhiculé avec Hugo Bros et aussi l'encadreur actuel. Ce qui fait qu'il y a une certaine... je suis content qu'il y ait ces résultats-là, et aussi aujourd'hui, la nouvelle sélection, les joueurs aujourd'hui, qu'ils puissent s'épanouir au sein de la sélection nationale. Et du coup, on a envie de vous demander, quel était votre meilleur souvenir en carrière et le pire souvenir aussi? En carrière, en club, comme meilleur souvenir, c'est d'avoir signé mon premier contrat pro avec le Stade Rennais quand je venais du Cameroun. Et mauvais souvenir, peut-être de ne pas avoir signé au Real Madrid. Et voilà, je suis pas content d'avoir gagné les différents trophées. Au sein de la sélection nationale, mon souhait était de gagner encore plus, de gagner la CAN, ça s'est pas fait, mais je suis super content que l'équipe de 2017 l'ait fait parce que c'est comme si j'étais dans le groupe et que Benjamin Moukandjo ait pu mener l'équipe à pouvoir gagner ces trophées-là. C'est comme si je l'avais gagné parce que c'est un très très bon ami. Je suis super content d'avoir fait une très belle carrière en sélection nationale du Cameroun. Alors, vous parlez beaucoup de Real de Madrid dans vos réponses. Est-ce qu'il y a eu des contacts à un moment avec le club merengue? Bien sûr, avec Rennes et avec bien sûr. Faut savoir que toute information que je sors dans la presse, des choses véridiques, vraies, que ce soit avec le Real Madrid, je le répète, avec le Real Madrid, je suis arrivé là-bas, ça c'est pas, ils ont fait des premières propositions, mais ça s'est pas fait, on m'a demandé d'aller plutôt à Everton, et en arrivant à Paris, on m'a demandé de partir. J'ai eu le sélection nationale, Didier Deschamps qui m'a demandé de venir où il était à Saint-Jean-de-Luz, c'est où j'ai signé à Marseille. C'est la même chose avec Arsenal, où j'ai rencontré Arsène Wenger, on a parlé et puis il a fait une première proposition, le club Marseille a refusé, ils ont demandé 15 millions d'euros et puis ils ont acheté Koscielny à 1 million d'euros une semaine après. L'Inter, pareil, j'ai des contrats. L'Inter a fait un contrat de droit d'image où j'ai peut-être pas accepté et puis j'ai plutôt voulu continuer à Séville la deuxième année. Puis après je suis parti il y a eu l'Inter 2 fois, Liverpool c'est pas fait parce que j'ai pas d'infos, mais voilà, je suis pas Milan AC aussi, j'avais complètement oublié le Milan AC. Milan AC, ça c'est Unai Emery et moi on devait aller au Milan, le recruteur du Milan, je crois que c'est Berlusconi qui était le président, il y avait le directeur sportif, j'ai oublié son nom. Ils sont venus nous voir Galliani. Ils sont venus nous voir à lui et puis on a eu 2 meetings et Unai le premier et moi le deuxième. Et Unai n'est pas parti. Je suis resté une année de plus et puis je suis parti après à Trabzonspor. Alors Stéphane, parlez-nous un peu de cette finale de CAN 2008 avec les Lions. Vous y étiez, vous avez été d'ailleurs titulaire lors de ce match-là. Qu'est-ce qui a manqué au Cameroun pour pouvoir soulever ce trophée-là lors de cette défaite face à l'équipe d'Égypte, 0-1? Ouais, moi je pense que c'était une compétition exceptionnelle. On a la malchance de jouer contre l'Égypte au premier match où on perd, je passe 5-2, 5-3. 4-2 4-2 avec Landry et moi on joue ensemble avec Alex, je crois, au milieu de terrain. On nous sort de l'équipe et puis après 3 matchs après on rentre dans l'équipe et puis on fait une très très belle campagne. L'équipe se porte très très bien. On a une réunion de mise avec Samuel qui était capitaine, où on fait avec Rigo et Samuel, où on fait une réunion où il faut remettre les idées en place et puis on fait une très très belle campagne et puis on arrive en finale. Moi je pense que c'est le facteur chance. On n'a pas eu cette chance-là et puis voilà, je pense que le plus important c'est faut savoir que ce groupe, c'était une chance pour nous de pouvoir intégrer ce groupe parce que c'était l'épopée 2000 avec les Rigo, avec Samuel, avec Modeste Mbami, avec Salmo Lembe, avec Tibouta Touba, avec Marco, mais Marco n'était plus là, avec Nicolas Noudi, de très très grands joueurs. On a eu la chance d'être côtoyés avec Palais, avec j'en cite, avec Kala, Raymond Kala, avec tous ces grands. On a eu la chance de pouvoir intégrer ce groupe. Ils ont gagné, je crois, 2 CAN avant, et puis on n'a pas eu la chance de la gagner la 3e. Mais bon, moi, je suis super content d'avoir pu intégrer cette génération-là et pouvoir continuer avec les Moukandjo, avec les Bassogo, avec les Onana, André, qui était très jeune. J'ai eu la chance de pouvoir, véhiculer le message que la majorité des anciens ont pu
faire la même chose comme on a pu me faciliter l'intégration au sein de la sélection nationale, faire la même chose aux plus jeunes qui ont assisté aux sélections quand on était en sélection. Alors vous dites que vous avez été mis à l'écart avec certains de vos partenaires du milieu de terrain après le premier match, pendant 3 matchs d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là? Non, c'est simple, hein. On était très mauvais, hein. Je peux dire les choses. Et puis le coach a tranché. Bah oui, le coach a tranché. Il a dit, le coach il a une discussion avec le coach. Il m'a fait comprendre que non, il fallait absolument que je me remette en question parce qu'on avait perdu, je crois, 4 buts. Donc c'était contre notre bête noire qui était l'Égypte. Il fallait absolument qu'on mette les autres joueurs plus expérimentés pour qu'on puisse se qualifier. Ce qui a été le cas de Makoun, de Modeste, Djemba qui ont pu jouer pour qu'on puisse se qualifier. Et puis voilà, il fallait se donner 2-3 fois à fond pour gagner sa place de titulaire. C'était pas facile contre des aînés qui étaient super forts. Et puis j'ai eu le facteur chance. On m'a aligné au prochain match. Et puis j'ai fait de très belles prestations. Et ça a permis à ce que je puisse garder ma place de titulaire au sein de l'équipe nationale à cette période-là. Parce que c'était l'épopée 2000. C'était pas évident. Stéphane, on vous a connu à plusieurs postes, au milieu de terrain, milieu défensif, défenseur central et même parfois arrière droit. C'est une polyvalence innée ou alors vous avez dû vous adapter parfois au choix des entraîneurs? Moi, je pense que ça peut porter préjudice à une carrière. Je pense que j'ai eu la chance à la Cadiz Sport Academy. J'ai eu de très excellents coachs. Le coach Ima, le coach Jelezek Personnan Clément, le coach Diallo, qui m'ont permis, le coach il y a un troisième coach, Personnan Clément aussi. J'ai eu la chance d'avoir ces coachs-là qui ont permis à ce que je puisse m'adapter à leur poste, de me donner les différentes bases et les formations pour que je puisse bien sûr m'adapter et facilement à des clubs européens. Donc j'avais cette chance-là et j'ai eu la chance de pouvoir jouer à plusieurs postes au sein de la sélection. Donc quand c'était difficile au milieu de terrain, on avait la chance que le coach voyait. J'avais la chance aussi d'avoir comment il s'appelle les 4, c'est-à-dire Rigobert Song, Samuel, Jérémy et Carlos, bien sûr, qui allaient voir le coach pour lui dire que non, le coach peut aussi jouer à plusieurs postes. Et ça m'a permis bien sûr de pouvoir m'affirmer et être titulaire au sein de la sélection nationale à cette période-là et même dans les différentes autres sélections après. Et du coup, quel est l'attaquant qui vous a le plus posé de problèmes, vous en tant que défenseur? L'attaquant qui m'a le plus posé problème, c'est Cristiano quand il s'est replacé. Bon, sauf qu'à Séville, non, à Séville, quand je jouais contre lui, on jouait avec 2 milieux de terrain. Donc, ce qui fait que le milieu de terrain qui n'était pas offensif se revenait plus et le latéral repartait. Je prenais la place du défenseur central et du latéral quand c'était le jeu offensif du côté gauche. Donc, je reprenais défensivement. Donc, c'était plus difficile parce que Ronaldo, je le voyais plus venir. Donc, c'était un peu compliqué parce qu'il est super rapide. Messi aussi un peu, parce que Messi, il entrait plus dans notre zone. Donc, c'est des joueurs qui m'ont posé de problème avec Ibrahimovic aussi. On a joué contre Manchester. Et aussi, il faut se dire, il faut être honnête. Il faut être honnête. Moi, j'ai pas pu jouer défenseur central à l'époque de Rigobert Song et autres. On avait un attaquant aussi, on avait de très très bons joueurs. Tu vois, il faut vraiment le dire. On a eu la chance d'avoir un attaquant comme Samuel qui nous, même s'il fait certaines erreurs, qui nous fait gagner le match. C'était un très 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 on a chance de l'avoir. Parce qu'il faut parler ça, faut dire la vérité. Tout à fait. Il était joueur, il nous a sauvés dans plusieurs situations. Il nous a permis de s'adapter au national du Cameroun. Et du coup, on a aussi envie de poser la question de savoir quel est le meilleur partenaire, le meilleur coéquipier avec lequel vous avez joué en club comme en sélection? Ouais, en sélection, j'en ai 2. Hein. Il y a Landry Nguemo, paix à son âme, et Alex Song, avec qui je m'entendais le plus, avec qui tu étais obligé de... Tu n'as même pas besoin de parler. Et, on se trouvait facilement entre les lignes, et puis même dans la vie après football, on s'entendait super bien. Bon. Et en club, moi, je pense que c'est Lucho González. Je ne sais pas si vous connaissez Lucho González. Lucho González. Très bien, attaquant. À Marseille. Lucho González et Rakitic. Et aussi Reyes, à son âme, qui est mort. Ouais, José Antonio.
Alors Stéphane, vous passez actuellement vos diplômes en management du sport aux États-Unis, si nos informations sont correctes. Comment ça se passe de ce côté-là? Et c'est pour venir briguer un poste à la fédération camerounaise après? Quand on passe des diplômes de manager, on s'imagine toutes choses dans la tête en fait, non? Non, ben, il faut être objectif. Moi, bien sûr, pourquoi pas, mais c'est pas une priorité. La priorité, bien sûr, avec ce diplôme spécifique que je passe, c'est un diplôme qui te permet d'être directeur sportif, manager général, président de club, ambassadeur de club. Donc, et le côté administratif, backstage du football. Et on le passe sur 2 ans. C'est un master of international for player que tu passes sur 2 ans. Et c'est des joueurs qui ont joué au niveau qui le passent. Ouais. Et ça te permet bien sûr de pouvoir avoir un autre regard, pas que sur le rectangle vert qu'on voit comme tout le monde. Ouais. C'est le côté administratif du football, côté business, côté marketing. C'est plus intéressant parce que c'est ce que je veux faire. J'ai envie d'être directeur sportif. Et ces cours-là, on le fait sur 2 ans dans plusieurs pays. On a commencé en Suisse, on est allé en France, on est allé en Espagne, on est allé au Portugal, on est parti en Suisse. Là, on est parti aux États-Unis il y a 2 semaines, il y a 3-4 semaines. Et là, je suis revenu. Et là, on a les examens finaux des 2 ans, le 19, 20, 21 à Bilbao. Et après ça, bien sûr, on te note si tu as eu ton examen ou pas. Mais c'est en anglais. Oui, on vous a d'ailleurs suivi dire dans une vidéo récemment que l'anglais, voilà, c'était pas... Voilà. Dites-nous un peu. Ouais, je fais ça avec Alex. J'avais oublié. Alex le fait aussi, donc on passe. Mais Alex, lui, maîtrise bien l'anglais, n'est-ce pas? Il a joué en Angleterre pendant longtemps. C'est normal. Alex, c'est normal, il a joué en Angleterre pendant 20 ans. Moi, j'ai joué en Angleterre 1 an. Mais ce qui est bien, c'est que c'est mon prof. Donc, il m'a pas bien parlé. Donc, on se complémente. On est complémentaires. Et donc, on peut imaginer que lors des compositions, ça communique un peu entre vous. Bien sûr, ça communique entre nous. Alex parle très bien anglais, moi aussi. J'ai eu la chance pendant 2 ans d'avoir un prof et puis de parler très bien la langue parce que l'examen, on le fait en anglais. Bon, moi, mon cas, par exemple, ce que j'ai choisi, c'est la construction d'une académie. Ouais. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est un peu ça. C'est toute une palette. Alors, Stéphane, vous suivez à coup sûr l'actualité autour de nos Lions indomptables, ceux qui sont là actuellement, et singulièrement, bien sûr. Et singulièrement on va dire ce vilain conflit qui continue toujours entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Quel est votre regard sur ce conflit, Stéphane? Moi, je pense que le conflit, il est terminé. Je pense que la Fédération et le ministère ont trouvé un très bon accord commun. Je pense que ça se passe très très bien. Mais un peu compliqué parce que je connais rien. Donc, je pense que il faut savoir que derrière, il y a l'image de notre pays, il y a l'image du Cameroun, il y a certaines choses qui sont dites, qui ne sont pas dites. Et ça peut porter préjudice pour notre génération et pour la jeunesse. Et je suis super content que le ministère et la fédération puissent s'entendre pour le bien fonctionnement de l'équipe nationale du Cameroun et pour que les joueurs puissent s'épanouir, qu'ils puissent donner le meilleur de soi au sein de la sélection nationale du Cameroun. Alors, toujours en parlant de cette situation entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, on s'est rendu compte sur les dernières rencontres que la Fédération privait le sélectionneur de son assistant, Joachim Mononga. Est-ce que vous compreniez cette posture de la Fédération, Stéphane? Ouais, c'est très compliqué parce que après, je pense que je ne suis pas au courant de ce qui se passe, mais c'est vrai que l'entraîneur devrait avoir son adjoint. Et je pense qu'ils trouveront un accord pour que ça puisse se faire, pour qu'ils puissent bien sûr être proche de son sélectionneur, bien sûr pour permettre de pouvoir véhiculer le message directement entre le sélectionneur et son adjoint, bien sûr aux jeunes joueurs, parce que savoir que l'équipe est très jeune et c'est un peu compliqué qu'ils puissent être au milieu de tout ça. Savoir que l'équipe nationale du Cameroun a une image à protéger à l'étranger, parce qu'en termes
en termes de communication, il faut absolument faire attention parce que certains joueurs sont jeunes. Il faut absolument qu'ils puissent s'épanouir et donner le meilleur de soi au sein de la sélection nationale du Cameroun. Surtout qu'on a de très très bons joueurs au sein de la sélection. On a le petit Baleba qui est très très fort. On a Mbemo, on a des jeunes joueurs que j'ai vus au dernier match qui ont fait de très très belles prestations. Et je pense qu'il faut les encadrer et penser à être positif. Penser au Cameroun, penser à la jeunesse et penser au message qu'on véhicule au sein en posant différents actes. Alors Stéphane, quand on étudie le management du sport, comme vous le faites actuellement, et qu'on est un ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de conflits dans l'environnement du football camerounais, qu'est-ce qu'on se dit? C'est vrai qu'il y a beaucoup de regrets certainement, on a mal, mais qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que vous, entre vous, anciens joueurs, vous dites par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre football? Et je vais peut-être poser la question de façon directe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les dirigeants actuels sont encore les hommes de la situation? Écoutez, je suis pas bien placé pour vous répondre, mais je pense que le président de la fédération a un mandat et je pense il essaye de donner le meilleur de lui pour que les choses puissent aller dans le bon sens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a la chance que les deux parties ont une même vision. C'est vrai qu'il y a eu le souci du coach adjoint. Il faut être positif. On parle du Cameroun national. Il faut absolument que les deux parties se regarder dans le même sens pour que nous puissions avoir des meilleurs résultats. On parle du Cameroun. On parle de l'équipe nationale du Cameroun. Donc il faudra absolument qu'on laisse tout ça de côté et qu'on puisse permettre Alors, on a un petit souci. Nous attendons. Allô? Okay. Oui, allez-y, c'est bon. Oui. On vous entend. Oui, nous attendons. Il faut savoir que pour que les jeunes puissent s'exprimer, il faudra absolument que l'environnement soit sain et pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes au sein de la sélection nationale du Cameroun. Parce que la priorité, c'est les joueurs. Il faudra absolument qu'ils puissent être épanouis et parce que nous attendons beaucoup de cette génération-là pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux sur le terrain, comme ils le font actuellement. Alors, en parlant de donner le meilleur d'eux, l'équipe s'est qualifiée récemment à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Elle est en train de disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Elle était déjà qualifiée. Oui, enfin, on dit la même chose. Alors, j'aimerais savoir, Stéphane, au niveau du jeu et de tout ce qui se passe d'un point de vue strictement sportif, que pensez-vous de cette équipe-là aujourd'hui? Quand on voit comment elle joue sous Marc Brice, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui est bien et qu'il faut conserver? Non, je pense que le coach actuellement, il est l'homme de la situation. On saura que c'est un formateur, il a peu de temps avec son équipe. Il fait le meilleur de lui, il donne le meilleur de lui-même pour que l'équipe puisse avoir les meilleurs résultats. C'est pas évident qu'un entraîneur, vous savez, les périodes FIFA, les périodes les coupures pour que les joueurs reviennent en sélection. Vous savez, on a 5 jours, 3 jours, 4 jours avant d'avoir un match. Je suis bien placé pour le dire. C'est pas évident d'avoir avec des jeunes joueurs de pouvoir avoir la cohésion à l'instant. Je pense qu'il faut leur donner du temps. Il faut être patient. C'est une équipe très jeune. On a la chance d'avoir un gardien qui joue à Manchester United, qui fait de très très bonnes prestations au sein de la sélection. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut soutenir tous les joueurs camerounais. On a besoin de ça. On s'entend? Allô, Stéphane? Allô? Là, je vous entends. Ok, super. Alors, peut-être pour quitter cette partie consacrée à l'équipe nationale du Cameroun, Stéphane, l'équipe va donc aller à la CAN dans quelques mois seulement. Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut aller au bout dans cette CAN-là? Bien sûr, comme en 2017, on ne pensait pas qu'on pouvait aller jusqu'au bout. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de créer un groupe, un noyau solide avec des cadres, des joueurs qui font de très très belles prestations. Quand je parle de cadre, je parle de la ligne. C'est vrai qu'Aboubacar est toujours présent et qu'il a un certain âge, mais je parle du garde. Quand je parle de la ligne droite, je parle du gardien, du numéro 6 et de l'attaquant. Donc je pense qu'on a un noyau solide. Je pense qu'il faut se reposer là-dessus et faire entrer de nouveaux joueurs pour qu'on puisse avoir cette
quantité et de la qualité pour pouvoir aller jusqu'au bout. Je pense que j'ai une bonne intuition. Je pense que le coach est l'homme de la situation pour permettre à ces joueurs de pouvoir donner le meilleur de soi au sein de la sélection nationale du Cameroun, parce que c'est pas évident. Alors Stéphane, on va sortir avec cette question qui nous vient comme ça à l'esprit à la faveur de la grosse information de cette soirée. Manchester United d'André Onana, notre compatriote, vient de battre l'équipe de l'Athletic Bilbao 4-2-1 et est donc qualifié pour la finale de la Ligue Europa. Une compétition que vous connaissez très bien, vous avez disputé 2 finales et les avez toutes remportées. Déjà votre regard sur la saison d'André Onana, mais aussi quelques mots sur cette qualification et peut-être des conseils pour lui, pour cette finale. Bon, je tiens à le féliciter. Je pense que c'est la. Il a déjà fait une finale de Champions League. C'est ce qu'on oublie. Ouais. Et c'est un gardien de but. Et il faut l'encourager. C'est pas évident dans son club. Si vous regardez bien la ligne défensive, ils font énormément d'erreurs. Et je pense qu'il les sauve énormément. Et c'est pas évident c'est plus facile qu'on tire sur lui parce que c'est le gardien et que on trouve que c'est celui sur qui il faut tirer alors qu'il fait de très belles prestations à son poste actuellement. Il n'a pas de chance parce que Manchester ne va pas bien et puis voilà, il est pointé du doigt, mais sinon c'est un gardien exceptionnel. Je pense que il faudrait absolument que pour la saison que Manchester fait, pour lui, j'ai envie qu'il gagne cette Coupe d'Europe et que ça puisse lui permettre d'emménager encore plus de confiance et de voir ce qui va se passer l'année prochaine. Mais le conseil que je peux lui donner, c'est de rester très calme parce que tu as la chance d'être dans un très très grand club. Il faut être moins dans les médias et d'être le plus effacé, surtout quand il y a des situations comme celle-là où on essaye toujours de te pointer du doigt alors que tu fais de très très bons matchs. Et du coup, peut-être, on vous donnera l'occasion, Stéphane, de trancher un peu sur ce débat qui a cours aujourd'hui au Cameroun. D'aucuns estiment qu'André doit partir de Manchester, d'autres estiment que non, il peut rester et progresser avec le club aussi. Quelle est votre position là-dessus? Moi, je serais lui, je resterai parce que c'est pas évident pour un gardien, c'est un turnover. Il faut que l'autre parte, je pense qu'il doit rester. L'année prochaine, le coach qui est là, le fait confiance, il va absolument tout faire pour changer l'équipe défensive et avoir une équipe compétitive pour l'année prochaine. Pourquoi pas essayer d'aller loin en Champions League, parce que j'espère qu'ils vont gagner là. Je souhaite même qu'ils gagnent la Ligue Europa pour qu'ils puissent aller automatiquement en Champions League et aussi jouer la finale de la Coupe des Coupes avec le vainqueur de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir accordé ces minutes d'échange avec vous. On espère vous revoir peut-être dans la gestion du football camerounais aussi, parce que quand on passe des diplômes de management du sport, c'est pour peut-être aussi mettre cela à la disposition et au service du pays, ce pays que vous aimez tant, qui est le Cameroun. Merci encore et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Allez, c'était donc Stéphane Mbia, ancien milieu de terrain, défenseur de l'équipe du Cameroun, mais surtout capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Yvan, qu'est-ce qu'on retient de cet échange avec lui? De la franchise, de l'entièreté. On a vu que c'était un échange vraiment à cœur ouvert. Vous savez, quand quelqu'un est honnête dans ce qu'il dit, quand quelqu'un pense ce qu'il dit, ça se ressent dans sa façon de le dire. C'est pourquoi je parle d'un échange à cœur ouvert. Stéphane nous a appris des choses sur sa carrière. Il ne savait pas qu'il avait été à un moment sollicité par autant de grands clubs. On parle du Real, on parle d'Arsenal, on parle de l'Inter, on parle du Milan AC. C'est ce qui se fait de mieux en termes de football dans le monde entier, et ça renseigne un peu sur le potentiel qu'il avait. On parle pas du Barça et c'est dommage. C'était une parenthèse. Ça renseigne un peu sur le potentiel qu'il avait, mais je pense qu'en tant que Camerounais, il est probablement un des Camerounais qui a eu le plus beau palmarès dans sa carrière, gagné 2 Coupes d'Europe. Il est passé justement, je crois que c'était 2016 et 2017 si je ne me trompe pas. Il est passé à peu de choses de gagner la CAN malheureusement, mais une carrière aussi ça se joue sur certains détails, mais je pense que Stéphane il peut être fier d'avoir la carrière qu'il a eue. Et il y a surtout cette humilité au terme de sa carrière de repartir en apprentissage. Heureusement pour eux, la FIFA a mis sur pied ce MIP, Master for International Player, qui facilite quelque part la reconversion pour ceux qui veulent se reconvertir dans l'administration du sport. Il y a lui qui est en train de passer ses diplômes. Il y a Rolien Chedjou qui a passé les siens il y a quelques temps. Alexandre Sor également qui est dans le même programme. Et c'est peut-être un message pour ceux qui ne peuvent pas forcément se former
et qui se retrouvent dans l'administration du football à la faveur du fait qu'ils soient juste des anciens joueurs. Oui, bien sûr. C'est pas pour rien que la FIFA a mis sur pied ces formations-là. Vous savez, on a toujours besoin d'apprendre. Et la vie est un perpétuel apprentissage. On cesse d'apprendre que lorsqu'on ne vit plus. Tant que vous vivez, vous apprenez tous les jours. Et quand vous voulez œuvrer dans un domaine, même nous qui sommes des professionnels de la presse, il nous arrive de faire des formations qui ne sont pas forcément en relation directe avec la presse. Parce que demain ou après-demain, si tu envisages œuvrer ou alors te déployer dans tel ou tel autre domaine, ça demande d'avoir certains prérequis. Et Stéphane l'a dit, lui projette, après sa carrière de footballeur, il projetait être directeur sportif. Il ne se dit pas que non, parce que j'ai connu le très haut niveau, parce que j'ai joué des Coupes du Monde, des Cannes, des Coupes d'Europe de club, ça suffit. Non, il faut aller après ce qu'on a eu à vivre sur le terrain. Il faut justement aller apprendre l'administration du football, et je pense que c'est un message pour la jeune génération, même pour ses congénères de la même génération ou la jeune génération, de se dire que tiens, si après le foot on a envie de faire ci ou ça, il faudra se doter des capacités, et donc ça nécessite un apprentissage, et je pense que c'est très bien ce qu'est en train de faire Stéphane Biya. Tony, on a tous écouté, Stéphane Yvan parle de franchise. Moi, j'ai aussi vu un mec assez humble, parce qu'il faut rentrer à apprendre, c'est quand même une marque d'humilité. Qu'est-ce que toi tu gardes comme souvenir de sa très grande carrière? Un joueur super engagé. Moi, je me rappelle du temps où il portait les couleurs des Lions indomptables du Cameroun. C'est le mec sur qui tu pouvais compter. Il avait cette haine-là quand il était sur le terrain. Moi, je me rappelle à Cannes 2015. Je me rappelle qu'en 2015, on lui reprochait pas mal de trucs. En fait, moi, je disais aux gens, il a juste envie de bien faire. C'est pas qu'il est mauvais ou qu'il veut faire plus qu'il en faut. Non, il a juste envie de bien faire. Et j'ai quand même été surpris parce que Yvan parlait d'humilité. Au moment où tu as posé la question de son meilleur souvenir en tant que joueur, je m'attendais à ce qu'ils disent avoir gagné le titre avec Marseille. Parce que quand tu sais que Marseille avait fait je sais plus combien d'années sans l'avoir remporté, et qu'il est le dernier justement à avoir remporté, il fait partie des derniers joueurs à avoir remporté le titre avec l'Olympique de Marseille. Tu te dis, quand même, le mec, il est assez humble. Il pense plutôt à sa signature avec Rennes. Et puis, en tant que joueur, c'est quelqu'un que je suivais assez parce que je suis un féru de football. Je peux t'assurer que moi, j'avais pas compris pourquoi il avait quitté Séville après le deuxième titre. Sinon, il en aurait eu 3. Honnêtement, il en aurait eu 3. Et il faut dire qu'il était d'abord à c'est Queen's Park Rangers, quelque chose comme ça. Ouais, avant d'aller à Séville, parce que QPR, c'était un projet qui n'avait pas de sens. En fait, les mecs achetaient les joueurs un peu comme ça et tout. Il n'y avait pas de vrai projet de jeu. Il est arrivé du côté de Séville. Il était le patron. Je ne sais pas si tu sais ce que ça signifie. Oui, d'abord en prêt, ensuite voilà. À Marseille, pareil. À Marseille, on avait... Et c'est ce que les gens oublient, Alain Denis Cool. La charnière centrale à Marseille, à un moment donné, elle était camerounaise. Ouais, avec, avec Koulou. C'était Stéphane Koulou. C'était Stéphane Biya et Nicolas Koulou. Et je t'assure, c'est cette défense-là qui te remporte le titre. Et cette charnière, elle est énorme. Je ne sais pas combien de matchs on a joué en Lyon avec ces deux-là, mais c'est un regret. Parce que moi, quand je les regardais, je disais, waouh, les mecs, bon, ça c'est le Parisien qui parle, pour te dire que si moi, en tant que Parisien, j'en arrive à te dire que cette charnière-là, à ce moment, je me disais, c'est celle-là qui va prendre le relais de la charnière Rigobert-Song, Raymond Kala. Peut-être qu'ils arrivent à leur prime à un moment où on a quand même des leaders de l'équipe qui sont pas forcément des personnes humainement bonnes. Oui, bon, en même temps aussi, parce qu'on sait ce qui s'est passé en 2010, on sait ce qui s'est passé en 2014. Mais je dis, si on avait bien fait les choses, on n'aurait pas eu de souci de relève. Parce que quand tu regardes le profil, franchement, de Biya, tu te dis, ça c'est un Rigobert-Song avec la haine et tout. Nicolas Koulou, c'était plus dans la lecture, l'anticipation, l'improvisation. À la Raymond Kala. Donc c'était complémentaire en fait. Ils étaient complémentaires. Et je dis, on ne se rend peut-être pas compte. Mais après, à partir de la génération qui arrive en 2008 là, je t'assure que s'il y avait un meilleur état d'esprit, si ceux qui étaient les leaders de l'équipe à ce moment-là s'étaient comportés comme les leaders s'étaient comportés avec eux, quand eux ils arrivaient en sélection nationale, tu peux être sûr qu'entre 2008 et 2014, on aurait pu dépasser le stade des quarts de finale de la Coupe du Monde. On aurait pu encore gagner des compétitions. Parce que l'équipe que tu as sur le papier, l'équipe des jeunes... elle était très bonne avec Alexandre Song. Tu as Alexandre Song. On la qualifie d'ailleurs comme une génération dorée qui a un peu génération dorée. Et cette génération-là,
Si tu regardes lorsqu'elle est chez les U17, la Coupe du Monde U17 qu'elle fait, la remontada qu'elle fait contre le Portugal, menait 5-0 à la mi-temps et revenir et marquer 5 buts, on n'a pas su exploiter ça. C'est pour ça que je dis toujours, ceux qui sont leaders aujourd'hui, c'est pour ça que j'apprécie la posture d'André Onana, qu'il a eu lors de la conférence de presse avant le match contre la Libye. La Libye ici. Non, je crois qu'il y a une conférence qu'on fait ici avant d'aller en Afrique où il dit, où il présente ses excuses aux jeunes qui arrivent et où il dit, laissez les petits frères là tranquilles. Si quelque chose ne va pas, tirez sur moi. À nous autres, à moi. Le problème, c'est que ceux qui étaient les aînés, les patrons de l'équipe, au moment où les Mbia, Makoun, la jeune génération, Alexandre Son, voilà. Au moment où eux ils arrivent, eux ils n'ont pas droit à ça. Directement ils sont jetés à la mairie populaire. Des leaders humainement mauvais. En fait, ils sont jetés. Et le pire, c'est qu'au moment où eux aussi ils avaient envie de s'affirmer, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde du football, on les tapait sur les doigts et on les rendait coupables de tout et de rien. J'ai parlé de Matip tout à l'heure en disant qu'il fait partie des Camerounais qui ont joué 3 finales de Champions League. Moi, je n'étais pas trop d'accord de le compter parmi. Voilà, non, mais il fallait qu'il soit là parce que c'est tout cet environnement qui était humainement mauvais. Parce que c'est l'environnement lui-même qui était humainement mauvais qui a justement qui nous a fait perdre tout ça. Yvan, en restant un peu sur cet environnement, est-ce que ces garçons, est-ce que leur génération n'a pas été finalement peut-être prisonnière ou alors embrigadée dans ce conflit de transition entre Samuel Eto'o et Rigobert Song au niveau du brassard en 2010, parce que c'est de là que ça part et après là ça va dans tous les sens, ça roule en cacahuète. Ouais, je pense qu'il y a aussi un peu de ça et il y a surtout le fait qu'il y a eu un mauvais passage de témoins entre deux générations. Stéphane a beaucoup parlé de la génération 2000 et il a évoqué à suffire que, et à juste titre d'ailleurs, on voyait dans ses propos du respect vis-à-vis de ces années-là. Oui, exactement, pour ce qu'ils avaient accompli, gagner 2 Coupes d'Afrique des Nations était si rare. Mais malheureusement, j'ai l'impression que cette génération-là n'a pas su à un moment accepter la venue de la nouvelle génération. Parce que j'estime, et certains peuvent ne pas être d'accord, mais j'estime que la génération qu'on a eue après celle de 2000, pour moi en termes de talent, était au-dessus de la génération 2000. Oui. Honnêtement, je le pense. Parce que quand vous regardez le potentiel qu'on avait au niveau du milieu de terrain, Modeste Bami, Stéphane Bia, Alexandre Son, Landry Nguemo, devant tu as Samuel Eto'o qui était à son firmament, tu as Jérémy Njitab qui était encore, qui était peut-être un peu sur la sortie mais qui était encore très performant. On avait une génération de joueurs exceptionnels. On avait tout pour briller. Bill Chateau qui était aussi. C'était une génération exceptionnelle et c'est une génération qui malheureusement cette CAN 2008, c'est une CAN qu'on peut gagner. Gagner. Ça se joue à peu de choses, mais j'ai envie de dire que la CAN 2008 est malheureusement la seule bonne compétition qu'on a eue avec cette génération. Oui, après, on a une Coupe d'Afrique. Après, on manque de CAN même, je pense. On manque de CAN 2013, 2012-2013, 2 mondiaux. Alors là, complètement raté, 2010 et 2014. Donc finalement, pour revenir à ta question, j'ai l'impression que quelque part aussi, il y a eu une crise de génération entre la nouvelle qui arrivait, incarnée par les Stéphane Bia, les Anderson et autres, la génération intermédiaire, parce que Samuel était un peu entre les deux, entre les deux générations, et la génération sortante. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu ce passage de témoin, c'est un petit peu mal fait. Et tu as vu, il a d'ailleurs souligné à juste titre ce qui se fait actuellement entre les plus anciens et les nouveaux qui arrivent. C'est pourquoi on réussit à avoir un groupe autant homogène. Et je pense qu'à leur époque, c'est ce qui a manqué. Pourtant, je pense qu'il y avait énormément de talent pour pouvoir réaliser de belles choses à cette époque-là. Messieurs, on va donc prendre la transition et revenir pour aborder le dernier sujet à l'ordre du jour de cette édition du 11 entrant. Événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas.